Donc, bonjour à toutes et à tous. Je me présente Jennifer Pesan, coordonnatrice du service de la formation à la Fédération québécoise des municipalités. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire Prévenir les enjeux d'intégrité, les constats du mandat 2021-2025, présenté par la Commission municipale du Québec en collaboration avec la FQM. Veuillez prendre note que ce webinaire est enregistré et que la présentation, de même que le lien de rediffusion, vous seront acheminés par courriel au courant des prochains jours. Une période de questions-réponses aussi est d'ailleurs prévue à la toute fin. Nous vous invitons à poser vos questions dans la zone de questions-réponses qui se situe dans le bas de votre écran et nous y répondrons à la fin de la présentation. Je cède maintenant la parole à Maître François Girard, directeur des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale à la Commission municipale, et je vous souhaite un bon webinaire. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci à FQM pour l'organisation de ce webinaire. Donc, François Girard, directeur des enquêtes et poursuites en intégrité municipale. Je suis accompagné de Maître Dave Tremblay, adjoint exécutif, conseiller stratégique, procureur et enquêteur au sein de notre direction. Donc, un plaisir aujourd'hui de vous présenter là, les constats qu'on a fait du mandat 2021-2025 dans une optique là, de corriger peut-être ou d'améliorer certaines pratiques qu'on a constatées. Donc, le plan de présentation, on va d'abord vous présenter brièvement la direction et les résultats de notre direction en chiffres. Ensuite, pour ensuite s'attarder là, aux principaux enjeux d'intégrité rencontrés pendant le mandat 21-25. On va l'analyser sous deux angles principaux, donc l'éthique et la déontologie puis les solutions possibles aux problématiques rencontrées. Et inhabilité, acte répréhensible, encore une fois, avec les bonnes pratiques, suivi des bonnes pratiques. Et une brève conclusion. Donc, tel que mentionné, on va prendre les questions à la fin. On pourra essayer, là, si on en voit passer dans le chat, dans le question-réponse, d'y répondre au fur et à mesure. Mais quoi qu'il en soit, à la fin, il y a une période prévue pour ça. Donc, d'abord, la direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale, le guichet unique en matière d'intégrité municipale. Le mandat 21-25 a été l'occasion de bonifier les pouvoirs et les responsabilités de la direction via la commission municipale. Donc, bref rappel, le 2 décembre 2010, l'adoption de la loi sur l'éthique et la déontologie municipale. À l'époque, on se rappelle que c'était le plaignant qui avait le fardeau d'amener sa plainte, de la documenter, motiver, assermenter, de la déposer devant la commission qui tranchait au terme d'un processus juridictionnel avec une présentation des éléments par un procureur indépendant. 19 avril 2018, la loi est modifiée afin de créer un mécanisme de divulgation anonyme et de prévoir une enquête administrative par la commission. Donc, à ce moment-là, il y a la création de la direction du contentieux des enquêtes qui s'occupe d'enquêter les gestes qui peuvent contrevenir au code d'éthique des élus municipaux. 5 novembre 2021, adoption du projet de loi 49. Dès l'adoption, on prévoit une entrée en vigueur là, d'un nouveau pouvoir de la commission d'intenter une action en déclaration d'inhabilité ou une demande en incapacité provisoire en cours supérieure pour les cas prévus, notamment la loi sur les élections et référendums. Il y a alors création aussi d'une nouvelle direction, création de la direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale, résultant de la fusion de l'ancienne direction du contentieux et des enquêtes et du commissaire à l'intégrité municipale et aux enquêtes, le CIM, qui était euh, une, une unité au sein du ministère des Affaires municipales responsable d'application de la loi facilitant la divulgation des actes répréhensibles à l'égard des organismes publics, élèves d'Europe. Je ne reprendrai pas l'acronyme au long pour le reste de la présentation. Donc, on voit un mandat élargi qui fait que, dans le fond, là, la DEPIM peut, avec les pouvoirs dont elle dispose, là, enquêter et résoudre les problématiques qui lui sont soumises à l'égard des municipalités. Le processus a été conçu en guichet unique. Donc, pour nous, un guichet unique, ça implique une enquête unique. Un divulgateur n'a pas la responsabilité d'identifier en vertu de quelle loi il fait sa divulgation. Donc, nous, on reçoit des éléments d'information. On peut aussi
démarrer une enquête à notre propre initiative. Donc, à partir de la réception, on analyse si les éléments d'information sont recevables, donc s'ils cadrent dans notre mandat, s'il y a une des lois dont nous avons la responsabilité d'application qui trouve application. Et si le cas échéant, c'est recevable, le dossier est enquêté. Il est enquêté sur la problématique, pas sur la loi applicable. Puis ce n'est qu'au terme de l'enquête, quand on a défini c'est quoi la réelle problématique, qu'on choisit l'issue. Des exemples très simples, il peut arriver là, d'une situation où un directeur général porte plainte contre le maire ou l'inverse. Le directeur général porte plainte contre le maire en éthique et déontologie, selon lui. On se rend compte au terme de l'enquête que c'est pas le maire qui est problématique, c'est le directeur général. Et l'inverse arrive aussi. Donc, ce n'est qu'au terme de l'enquête qu'on décide des issues qu'on va appliquer, de quelle loi on va appliquer. Donc, en vertu de la LF d'Europe, on peut produire un rapport d'acte répréhensible qui émet des conclusions et recommandations. En vertu de cette loi et surtout de la loi sur l'éthique et la déontologie, on peut faire aussi un rapport en matière de représailles. En vertu de la loi sur l'éthique et la déontologie, on peut faire déposer une citation en déontologie devant la division juridictionnelle de la commission qui va mener à une décision. Et en matière d'inhabilité ou d'incapacité provisoire, on peut intenter une action devant la Cour supérieure qui va mener à une décision, bien entendu, de la Cour supérieure. Notre bilan qui se démarque. On a, vous voyez les courbes, on a fait l'étude pour les années d'élection, donc de novembre à novembre. En fait, on voit avec l'introduction des nouveaux pouvoirs là, que les volumes de divulgation ont augmenté. Donc, on voit qu'on est autour de 2000 divulgations reçues et traitées par année. Je dis reçues et traitées parce que 98% des divulgations sont traitées en moins de 180 jours, incluant l'enquête. Au niveau des enquêtes, on a un délai d'environ 90 jours, un délai moyen. Donc, les dossiers sont généralement reçus et traités là, dans la même année. Euh, Au terme de ce bilan 2021-2025, c'est 66 rapports qui ont été publiés, 66 rapports qui émettent des conclusions et recommandations des organismes municipaux. On a introduit 101 citations en déontologie, dont 70% avec plaidoyer de culpabilité. Ce 70%, c'est une bonne nouvelle. C'est souvent le résultat d'un élu qui convient, qui se rend compte qu'il a contrevenu à son code d'éthique et avec lequel on s'entend là, sur la sanction qu'on juge de part et d'autre appropriée. Action en déclaration de n'habilité, on en a déposé 30, donc 87% avec acquiescement, encore une fois, quand on rencontre la personne élue et on lui fait part de nos conclusions, là, généralement, il y a un acquiescement à notre demande. Si on se compare, toujours intéressant, on se compare avec des chiffres issus des rapports annuels de gestion qui ne sont pas toujours parfaits. Là. Chaque organisme a une façon un peu différente d'analyser ses enquêtes, mais c'est un comparatif pour donner un ordre d'idée. Donc, le nombre de dossiers enquêtés au sein de la LPM, on tourne autour de 450, un peu plus de 450 dossiers enquêtés annuellement. Donc, on se compare là, aux organismes qui œuvrent dans des domaines similaires aux nôtres, la MP, BIG, Élections Québec, Lobbyisme Québec, Protecteur du citoyen, Commissaire à l'éthique. Donc, on voit là qu'on a un bilan d'enquête assez qui se démarque. Donc, maintenant qu'on a regardé un peu les chiffres, le bilan au niveau des volumes puis des angles de traitement des dossiers, on va commencer à regarder les principaux enjeux. D'abord, des enjeux d'intégrité en éthique et déontologie qu'on a constatés. Donc, on peut voir là avec la prochaine diapo la répartition des manquements. Donc, on a fait une analyse, Dave a fait une analyse des citations déposées et des divers manquements qui étaient contenus, puis a réparti, dans le fond, le nombre de manquements par type. Donc, on voit que les conflits d'intérêts, encore une fois, là, prennent une part importante là, des manquements reprochés. Conflit d'intérêts, on voit que c'est 32 mais on peut ajouter le 10 là, d'intérêt dans un contrat et, et intérêts pécuniaires particuliers là, qui sont aussi des conflits d'intérêts. Donc, on est à 42 au niveau des conflits d'intérêts. Manque de respect nouveau de l'exercice du mandat 2021-2025. Là, c'est une nouveauté d'avoir le respect comme règle obligatoire au code. On voit que c'est 25 des manquements déposés.
Atteinte à l'honneur aussi, qui est nouveau de ce mandat-ci, 2021-2025, donc 11% des dossiers des manquements déposés. Puis le reste, ça se répartit là, sous différents éléments. L'ingérence, qui n'est pas une obligation d'être privée au code, puis quand même présente à 7%. Se prévaloir de sa fonction, 6%. Renseignement confidentiel. Donc, on voit un peu la répartition des mandats, ce qui nous fait dire que les conflits d'intérêts sont encore très présents. Donc, merci François pour cette introduction. Je vous ai préparé un petit quiz interactif, en fait, vrai ou faux, de 5 questions. Je ne sais pas si la régie... Ah, ben voilà, merci. Je vais vous laisser environ 1 minute pour répondre aux questions qui sont affichées. Ce qui est important de dire, comme tout bon avocat, c'est que ça ne constitue pas un avis légal. Vous comprenez que c'est des mises en situation avec des faits précis. Et il faut prendre aussi en considération les articles de base de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et non pas justement des choses qui auraient pu être ajoutées par certaines municipalités dans leur code d'éthique et de déontologie. Donc, ça ne constitue pas un avis juridique également. Donc, je vous laisse le temps de répondre. Je vois que les réponses commencent à rentrer. Donc, je vous laisse encore un petit 30 secondes pour répondre aux questions. Donc, je vais mettre fin au sondage. Voilà, je vais les passer rapidement. En tant que membre du conseil, je peux voter pour que la municipalité accorde un contrat de 20 000 à l'entreprise de mon frère. Il y a 18% des gens qui ont répondu vrai, 82% faux. Effectivement, avec les articles de base de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, les proches ne sont pas inclus dans un conflit d'intérêts là, selon la jurisprudence développée par la division juridictionnelle de la commission municipale. Donc, dans ces circonstances-là, c'est vrai, un élu pourrait voter légalement sans se placer en situation de conflit d'intérêts, puis on pourra y revenir là, un peu plus tard. Si je déclare mon intérêt, que je me retire des délibérations, que je m'abstiens de voter, la municipalité peut acheter un véhicule chez une concession automobile qui m'appartient. Donc, c'est presque 50-50. La réponse, c'est faux. Un élu ne peut jamais avoir un intérêt dans un contrat directement ou indirectement avec la municipalité. Il y a certaines exceptions assez minimes là, qui sont prévues euh, par la loi, notamment avec l'article 305.0.1 de la loi sur les élections et référendums, mais les concessions automobiles ne font pas partie des biens qui peuvent être achetés par une municipalité à un commerce qui appartient à un membre du conseil. 3. La mairesse ou le maire d'une municipalité peut utiliser une carte de crédit qui lui a été remise par la direction générale pour effectuer des dépenses au nom de la municipalité. Donc, on a 30 de personnes qui disent vrai, on a 71 qui disent faux. Effectivement, un élu ne peut pas utiliser une carte de crédit. Ça fait partie de nos constats là, de l'année 2021, du mandat en fait 2021-2025. C'est une pratique qui était courante à l'époque. Malheureusement, un élu, ben, en fait, c'est pas malheureusement, là, c'est un élu ne peut pas contracter au nom de la municipalité et il ne peut pas non plus avoir un intérêt dans le contrat de crédit avec la municipalité. Donc, si la réponse était faux, on ne peut pas l'utiliser. 4, je ne peux pas voter sur les conditions de travail de mon conjoint qui travaille comme pompier volontaire à la municipalité si nous ne sommes pas mariés. 86 ont répondu vrai, 14 ont répondu faux.
Effectivement, c'est vrai, on ne peut pas voter sur les conditions de travail de son conjoint parce qu'on a un intérêt personnel dans le salaire. Vous comprendrez, ça a fait l'objet aussi d'une décision par la commission municipale, puis on pourra y revenir. 5, la direction générale d'une municipalité a l'obligation d'informer les membres du conseil sur un potentiel conflit d'intérêts, bien que ça puisse faire, ça pourrait être un avis de courtoisie qui est donné par la direction générale, mais elle n'a aucune obligation de le faire. C'est une responsabilité individuelle, donc il faut être particulièrement prudent lorsque on se prononce sur des sujets. Donc, voilà, on va passer à la prochaine diapo. Je veux vous donner des exemples de conflits d'intérêts du mandat 2021-2025, notamment sur le dossier de Saint-Georges de Windsor. Un maire qui n'a pas déclaré son intérêt a participé aux délibérations et a voté sur une résolution qui concerne un projet éolien, alors qu'il y avait un intérêt pécuniaire dans la question. C'est très important parce que de plus en plus, on voit des projets éoliens partout au Québec. Euh, Ça arrive souvent que les promoteurs vont aller voir directement des membres du conseil, vont proposer d'installer des éoliennes sur leur terre. Il faut être particulièrement prudent dans ces situations-là. Donc, je vous invite là, à consulter des avocats lorsque, si cette question-là se présente à vous. Également, dans le dossier de Beauceville, le maire a participé à des délibérations et a voté sur des résolutions concernant des terrains industriels alors qu'il avait un intérêt personnel. Euh, il faut faire attention parce que la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, elle est beaucoup plus large que simplement l'intérêt pécuniaire, donc l'argent. Il y a la notion d'intérêt personnel. Je vous donne des exemples d'intérêt personnel. On a dans le dossier de Chandler, la mairesse, qui avait voté sur des résolutions dans un dossier de harcèlement psychologique qui l'impliquait. Elle n'avait pas d'intérêt pécuniaire dans le dossier, mais elle était quand même en situation de conflit d'intérêt. Dans ce dossier-là, du maire de Beauceville, monsieur, j'ai oublié son Veilleux, le maire Veilleux, effectivement, c'était sur un rapport qui avait été produit par la direction, par notre direction, par la DPIM, qui avait justement voté qu'il blâmait, là, donc il y avait un intérêt personnel sur cette résolution-là. Dans le dossier de M. Corbeil, il y avait un litige entre une entreprise et M. Corbeil avait décidé de voter sur une résolution pour désavantager l'entreprise. Donc, il y avait un intérêt personnel, même s'il n'était pas pécuniaire. Donc, c'est une notion qui est beaucoup plus large. Puis, on veut vous sensibiliser là, à cette notion-là en commençant le mandat 2025. Dossier de Plessisville, le maire qui avait un intérêt indirect dans un contrat avec la municipalité parce que justement, il était actionnaire principal d'une microbrasserie. Il y avait des produits, de la publicité pendant un événement municipal. Donc, il faut faire attention. Puis, le dossier de Saint-Calix, c'est justement le dossier de pompiers qui faisait l'objet des vrais ou faux. Une conseillère, Mme Bourassa, qui avait voté justement contre la régionalisation des services incendies au sein de la MRC. Son conjoint était directeur justement du service de sécurité incendie à la municipalité. Elle avait un intérêt dans le dossier, donc elle a été suspendue de ses fonctions. Je vous ai préparé le même exercice pour des manques de respect, qui est notre deuxième plus grand taux de volume de divulgation. Donc, on va partir le vrai et faux. Je vais vous laisser encore là, environ une minute pour répondre. Voilà, c'est parti.
Encore une fois, là, je vais vous rappeler que c'est en considérant les articles de base de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et que ça ne constitue pas un avis juridique, là, parce que chaque situation est propre avec ses faits. Donc, ça fait 1 minute 15. Je vais vous laisser un petit 15 secondes, là. Bon, c'est parfait. Donc, je vais vous partager les résultats. Je ne me suis pas rendu compte qu'on pouvait faire ça lors de la précédente présentation. Donc, je risque de contrevenir à mon code d'éthique et de déontologie si j'insulte des personnes dans des commentaires sur les réseaux sociaux parce que mon profil m'identifie comme un élu, même s'il n'est pas question d'un sujet municipal. Donc, la très grande majorité ont eu la bonne réponse. C'est vrai. En fait, ça a fait l'objet là, récemment d'une décision par la commission municipale dans le dossier de Kamouraska. 2, en raison de ma liberté d'expression comme membre du conseil, je peux tout dire pendant une séance du conseil et ce, sans risque de contrevenir à mon code d'éthique et de déontologie. Donc, manifestement, c'est quelque chose qui est bien compris. Notre code d'éthique et de déontologie s'applique à tout moment, particulièrement pendant une séance du conseil. On peut faire le parallèle, là, François me rappelait ça, avec des assemblées législatives à Ottawa, à Québec, un lexique de mots qui est interdit. Donc, effectivement, là, il y a des limites à la liberté d'expression, même pendant les séances du conseil. 3, ma liberté d'expression est plus grande lorsque je traite d'un sujet d'intérêt public avec d'autres membres du conseil municipal que lorsque je m'adresse avec un employé municipal sur sa prestation de travail. La réponse est que c'est vrai. En fait, votre liberté d'expression, peut-être que la question était mal tournée, là, je m'en excuse, mais la liberté d'expression est plus grande, effectivement, lorsque vous parlez à un autre élu d'un sujet d'intérêt public, plutôt que lorsque vous allez vous adresser à un employé municipal pour parler de sa prestation de travail. Là, ça a fait l'objet d'une décision récemment là, de la Cour d'appel dans le dossier Noro. 4, je commets un manquement à mon code d'éthique et de déontologie si je dénigre la prestation de travail de la direction générale avec l'un de ses subalternes. La réponse, c'est vrai, effectivement, et c'est dans le dossier Noro également que la Cour d'appel a statué sur ceci. Donc, la prochaine diapo, on avait les réponses. Les exemples, le dossier de Kamouraska, le conseiller municipal, en fait, avait tenu plusieurs propos sur les réseaux sociaux euh, qui étaient en lien avec l'application de la charte de la langue française, qui n'était absolument pas un sujet municipal, mais il s'identifiait à plusieurs reprises dans ces commentaires-là et sur sa page Facebook comme conseiller municipal. Donc, on a retenu là, sa responsabilité. Il y avait 10 manquements. On avait 13 manquements allégués. Il y a 10 manquements qui ont été retenus par la division juridictionnelle de la commission municipale. Également, dans le dossier de Cap Santé, le dossier Noro, je vous en ai parlé, une conseillère a été sanctionnée pour avoir dénigré et blâmé la directrice générale devant d'autres conseillers et auprès d'une subalterne. Donc, elle a été suspendue de ses fonctions pour 21 jours. Et aujourd'hui, on a une demande de se pourvoir devant la Cour suprême dans le dossier. Donc, dossier qui reste en suspens. Dossier de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Donc, le maire a été reconnu coupable d'avoir manqué de respect envers des employés lorsqu'il a frappé dans un mur. Donc, on comprend que la violence, c'est toujours un manque de respect. Puis également, là, dans les dossiers de Trois-Rivières, il y a eu plusieurs interventions de la commission au cours du mandat 2021-2025 qui ont mené à différents résultats. Donc, dans le dossier Trois-Rivières, on a eu un plaidoyer de culpabilité pour un conseiller qui a traité un autre membre du conseil de trou de cul, donc une pénalité de 1 000 $ tenir des propos menaçants lors d'une séance du conseil, You don't know me, you don't know what I'm capable of, envers le directeur général qui venait d'un membre du conseil. Il y a eu une réprimande qui a été donnée par la commission municipale. Le conseiller avait consulté justement un psychologue industriel pour corriger là, ces comportements-là. Ça a été pris en considération par la commission municipale au moment d'imposer la sanction. Et le dernier dossier, traité d'innocent des employés municipaux à un bulletin de nouvelles. C'est un contexte très particulier, une décision un peu particulière sur laquelle je n'irai pas nécessairement. Mais donc, il faut savoir que ce dossier-là, la direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale n'a pas réussi à convaincre la division juridictionnelle de la commission qu'il s'agissait d'un manque de respect.
Donc, pour la prochaine section, je vais repasser. Ah non, c'est encore moi, parce que je veux vous parler des solutions. En fait, parce qu'on parle beaucoup des problèmes, mais on veut vous proposer des solutions également. Oui, au cours des prochains mois, vous allez avoir votre formation obligatoire en matière d'éthique et de déontologie sur les rôles et responsabilités des élus. Mais ce qu'on veut surtout vous proposer, c'est aussi de faire des formations tout au cours du mandat. Je pense que ça entre dans des bonnes pratiques, de prévoir un horaire de formation sur différents sujets. Des fois, ça peut être simplement des rappels, mais ça peut être sur des sujets qui sont plus avancés. Donc, en commençant justement là, les réunions du conseil pour ce mandat-là, ça peut être une bonne idée d'en prévoir. Également, je veux faire la promotion là, de quelque chose qui s'appelle un conseiller à l'éthique. Il faut savoir que la commission dresse sur son site Internet une liste de personnes qui sont appelées conseillers à l'éthique, qui sont soit des avocats ou soit des notaires qui peuvent donner des conseils juridiques. L'avis peut être fait aux frais de la municipalité sous certaines conditions. Un, s'il est demandé à titre préventif pour aider à respecter les obligations qui sont prévues au code. Deux, si le conseiller est inscrit sur la liste de la commission municipale. Et trois, si les honoraires facturés sont raisonnables. Donc, des fois, pour se guider dans des situations éthiques, c'est bon de faire appel à un avocat, à un notaire pour avoir des conseils. Il faut savoir aussi que le fait d'obtenir un conseil juridique, ça n'empêche pas la commission municipale d'agir, de déposer une citation puis de conclure qu'il y a eu, par exemple, un conflit d'intérêts. Par contre, c'est pris comme étant un facteur atténuant au moment d'imposer la sanction. Puis également, je pense que la chose la plus importante, c'est de vous dire d'adapter les règles du Code d'éthique et de déontologie à votre réalité. Oui, la loi prévoit à l'article 6 ce qui est obligatoire au code, mais tout ça, c'est un contenu minimal. On peut toujours ajouter à ce contenu-là, par exemple, dans des situations d'ingérence. On l'a vu à la première diapo là, que François vous a présentée. C'est 7% des citations en déontologie qui ont été déposées qui concernent des situations d'ingérence, même si ça ne fait pas partie du contenu obligatoire de la loi. Il y a une réelle problématique. Puis ça peut être une belle façon de prévenir cette problématique-là que d'ajouter ce manquement-là au code pour sensibiliser les membres du conseil à l'importance de respecter leur rôle et responsabilités. Également, la première question que je vous avais posée concernant l'achat d'un véhicule, pas d'un véhicule, mais de donner un contrat à votre frère, à l'entreprise de votre frère. Euh, Effectivement, si on ajoute une règle dans le code d'éthique et de déontologie qui fait en sorte qu'on ne peut pas justement agir de manière à favoriser les intérêts d'un proche, puis qu'on inclut les frères, effectivement, ça peut faire partie de bonnes pratiques parce que c'est pas parce que c'est pas un manquement déontologique que ça pourrait pas être perçu comme tel par des citoyens dans la municipalité. Puis on va se rappeler que la loi sur l'éthique et la déontologie, l'objectif, c'est de maintenir la confiance de la population dans leurs institutions municipales. Finalement, une autre chose qu'on voit souvent, c'est des bris de confidentialité. Donc, des fois, on a des élus qui vont donner l'information à des citoyens, qui vont sortir d'informations qui n'est pas accessible au public sur la place publique. Puis, nous, en fait, pour déposer une citation en déontologie, il va falloir prouver que l'information a été utilisée à manière à favoriser ses intérêts personnels ou les intérêts d'un tiers. C'est un fardeau de preuve qui est très élevé. Donc, souvent, ce qu'on voit dans certaines municipalités, c'est qu'on enlève cette notion-là et c'est le simple fait de divulguer des informations confidentielles qui devient un manquement. Donc, pour nous, ça simplifie le fardeau de preuve, mais ça vient aussi conscientiser les élus municipaux sur l'importance de maintenir l'information confidentielle lorsqu'elle est en leur possession. Donc, c'est effectivement là, ce qu'on voulait vous mentionner en ce qui concerne les conseils pour favoriser l'éthique et la déontologie pendant ce mandat-là. Donc, je vais passer la parole à François là, pour la prochaine partie. Oui, merci Dave. Donc, l'autre partie, c'est principaux enjeux d'intégrité sous l'angle de la notion d'être répréhensible et d'inhabilité. Donc, d'abord, en matière d'inhabilité, comme vous mentionnez, on a introduit 30 actions en déclaration d'inhabilité dans le dernier mandat, 87% avec acquiescement. Donc, les 5 dont je vais vous parler font partie de ces 30-là et ont toutes été déposées avec acquiescement. Donc, Chambly, un dossier, gros dossier d'enquête
par lequel là, on reprochait à M. le maire Denis Lavoie plusieurs manquements d'inconduite, donc 45 manquements déontologiques, abus de pouvoir, utilisation de ses fonctions à des fins personnelles, euh, utilisation de ses fonctions pour intimider du personnel, utilisation des biens de la municipalité à des fins personnelles. Donc, plusieurs manquements déontologiques, un dossier avec une preuve volumineuse. Euh, on se dirigeait vers un procès de plusieurs semaines dans ce dossier-là. Finalement, on a eu le pouvoir d'intenter une action de déclaration d'inhabilité au mois de novembre. On s'est entendu à ce moment-là, là, au mois de décembre, avec M. Lavoie pour le déclarer inhabile pour 5 ans. Donc, l'écarter de la politique municipale, ce à quoi M. Lavoie a acquiescé. Ce retrait-ci, ça a fait un peu les médias. Donc, M. Péloquin, là, qui a placé un appareil d'enregistrement clandestinement dans le bureau du greffier pour l'écouter, puis l'enregistrer. Donc, quand ça a été découvert, là, ça a fait ça a fait les manchettes. On s'est entendu encore une fois avec M. Péloquin pour qu'il soit déclaré inhabile pour une période d'1 an. Saint-Jean de l'île d'Orléans, une conseillère accusée au criminel de maltraitance animale à une hauteur assez élevée. Là. Les gestes reprochés étaient assez préoccupants pour qu'à notre avis, ça considère une atteinte sérieuse à l'honneur et à la dignité de la fonction. Encore une fois, Mme Leclerc a acquiescé une habilité de 5 ans. Saint-Sévère. Le maire de Saint-Sévère a reconnu qu'il a pris connaissance de conversations privées entre une conseillère et la directrice générale en accédant à la page Facebook et au Messenger de cette dernière au bureau municipal là, pendant la fin de semaine. Donc, encore une fois, une habilité d'1 an sur acquiescement. Et le dernier, Turso, M. Lauzon, aussi préfet de la MRC, là, a reconnu avoir initié des conversations avec des employés et avoir tenu à de multiples reprises des propos à caractère intime. Donc, ça a aussi fait les manchettes là, dans les médias locaux. Des propos préoccupants. Encore une fois, M. Lauzon a acquiescé une habilité de 5 ans. Au niveau des actes répréhensibles et des rapports émettant des conclusions et recommandations, donc voici les principaux thèmes là, des 60 rapports publiés. Donc, un des manquements, là, des éléments qui se catégorisent comme un acte répréhensible, c'est un manquement à la loi. Donc, on voit que la conformité légale là, est l'objet de plusieurs rapports, là, presque 40. Les rapports en matière d'ingérence aussi, qui est une problématique là, en elle-même qui peut ne pas être problématique, mais qui génère souvent des situations problématiques. On va vous en reparler. Ressources humaines, climat de travail également, contrats et projets municipaux, gestion financière dans certains cas, application des règlements, éthique et déontologie. Donc, on va vous donner des exemples pour chacun de ces éléments-là. Donc, d'abord, conformité légale. Des dossiers qu'on a repris, là, Cantley, c'est un dossier du commissaire à l'intégrité municipale et aux enquêtes du ministère des Affaires municipales à l'époque où la LFDARA en matière municipale relevait du ministère des Affaires municipales. Donc, un dossier dont on a hérité lors de la fusion des deux directions. Et Val-des-Monts et Saint-Sauveur, c'est des dossiers d'enquête de la DEPIM. Donc, dans ces 3 cas-là, les municipalités adoptaient des programmes de financement visant à aider là, les associations de propriétaires pour le déneigement de leurs chemins privés, qui, à notre avis, contreviennent aux dispositions de la loi sur les compétences municipales. Donc, le rapport visait à énoncer notre avis. On n'est pas un tribunal, on ne peut pas abroger ces règlements. On constate que c'est problématique, notamment au niveau des règles d'octroi de contrat, parce que, dans le fond, des contrats sont donnés avec des fonds municipaux et tout ça sans procéder par une procédure d'appel d'offres en bonne et due forme. Donc, des fois, des contrats au-delà des seuils requis pour procéder par appel d'offres. Donc, à notre avis, c'est problématique. Les recommandations sont d'évaluer, d'abroger la réglementation, puis d'évaluer d'autres façons de faire qui existent. Les autres façons de faire, donc, première chose, il faut consulter un conseiller juridique pour s'assurer de la compétence d'une municipalité. Donc, on rappelle un principe de base en droit municipal. Les municipalités exercent des pouvoirs qui sont délégués. Si le pouvoir n'est pas écrit dans la loi, c'est parce qu'il n'existe pas. Donc, le pouvoir de déléguer l'entretien des chemins privés n'existe pas dans la loi, à notre avis.
Une municipalité n'a aucune obligation non plus d'entretenir ou de payer pour des chemins privés. Les citoyens connaissent la situation quand ils achètent leur résidence. La municipalité, l'article 70 de la loi sur ses compétences, qui prévoit qu'une municipalité peut entretenir une voie privée ouverte au public par tolérance propriétaire sur requête des propriétaires, d'une majorité des propriétaires occupants riverains. Donc, dans ces situations-là, elle fait elle-même l'entretien, elle procède elle-même à l'octroi des contrats en respectant les règles de passation des contrats municipaux. Puis la municipalité peut tarifer ce service-là aux propriétaires riverains. Donc, dans le fond, là, ça évite les problématiques liées aux chemins privés où les propriétaires ne s'entendent pas pour le déneigement de la répartition. La municipalité le prend en charge, résout la problématique de mésentente, mais les coûts reviennent quand même aux propriétaires là, de ces chemins-là. Donc, merci François. J'ai le bonheur de vous parler en fait de l'ingérence parce qu'on a fait un rapport en fait particulier sur des situations d'ingérence parce que, ben, vous l'avez vu initialement, on a 7% de notre volume de citations en déontologie qui concernent des situations d'ingérence. Puis on s'est rendu compte également dans nos tout premiers rapports qu'il y en avait quand même beaucoup des situations d'ingérence qui pouvaient mener justement à des cas graves de mauvaise gestion, à de l'abus d'autorité, à un manque de conformité légale. Donc, on s'est attardé à faire un travail qu'on ne fait pas toujours, à savoir faire un travail qui est très théorique, qui est un peu de la doctrine. On a décortiqué les rôles et responsabilités des membres du conseil, des employés, de la direction générale, du greffe, du trésorier, pour justement bien cibler les rôles et responsabilités de tout le monde. On a pris les précédents qu'on avait en matière d'actes répréhensibles, mais aussi les décisions de la division juridictionnelle de la commission municipale euh, pour justement essayer de tracer une ligne parce qu'elle n'est pas toujours facile à voir par des membres du conseil qui peuvent être bien intentionnés en voulant faire des tâches qui relèvent de l'administration. Dans les dossiers qu'on avait enquêtés dans ce rapport particulier-là, il y avait justement des situations de surveillance de route, d'aménagement paysager et des demandes de subventions qui étaient faites à des comités par des conseillers. Les comités, c'est la principale source d'ingérence qu'on a constatée parce qu'un comité, en vertu de la loi, ça a là, un rôle conseil auprès du conseil municipal, un rôle de recommandation. Puis là, ce qu'on voyait justement, c'est qu'il y avait un comité qui avait été mandaté par une municipalité pour faire la surveillance routière, pour voir l'état des chemins, puis on remboursait le kilométrage des conseillers. Ça ne fonctionne pas en vertu de la loi. Il faut que ça soit fait par un employé municipal. Je vous entends dire, oui, mais vous vivez à Québec, vous ne connaissez pas la réalité des petites municipalités. J'en ai vu beaucoup des petites municipalités, puis on voit justement souvent que plusieurs petites municipalités ensemble réussissent souvent à faire des ententes intermunicipales puis à partager des ressources. Donc, ça peut être intéressant justement de partager des ressources avec d'autres petites municipalités autour pour justement là, faire le travail par un employé municipal, quelques fois là, par semaine, une fois par mois, selon les besoins. L'aménagement paysager, même chose. Un conseiller qui fait partie du comité d'embellissement de la ville ne peut pas aller planter des fleurs, planter des arbres, couper la pelouse. Ça ne fonctionne pas. C'est de l'ingérence dans l'administration municipale, dans des gestes qui relèvent justement d'employés municipaux. Des demandes de subvention à des comités, on voit souvent ça. Euh, mais là, quand le comité décide, c'est là le problème. Le comité peut recevoir la demande, mais ça ne lui appartient pas de prendre une décision, ça appartient au conseil. Donc, il faut être prudent dans ces choses-là. Puis, naturellement, un maire ne peut pas acheter un chargeur sur roue, ne peut pas acheter une structure pour une patinoire. On l'a dit initialement, un élu n'a pas le pouvoir de dépenser. Ça appartient au conseil ou on peut le déléguer à des fonctionnaires. Donc, ça, c'est de l'ingérence également. Et intervenir sur des travaux. Dire ces travaux-là sont mal faits, on va les mettre sur pause, prioriser tels travaux. Ça ne fonctionne pas non plus, c'est de l'ingérence. Des bonnes pratiques qu'on vous suggère, justement, le partage de ressources. Je vous en ai parlé. Pour l'achat d'un chargeur sur roue, puis d'une structure de patinoire, c'est toujours de discuter avec la direction générale, les autres membres du conseil, déterminer des besoins réels
adopter une résolution pour faire un achat qui respecte le cadre législatif et réglementaire en place. Puis en ce qui concerne l'interruption des travaux, c'est important que si vous constatez que des travaux sont mal faits, que vous ne fassiez pas juste vous fermer les yeux, on informe la direction générale, on peut informer les membres du conseil, on peut requérir une assemblée extraordinaire, un conseil extraordinaire. Il y a plusieurs façons de faire, mais on ne peut pas intervenir directement auprès du promoteur, de l'entrepreneur pour dire arrête les travaux, fais ça ne fonctionne pas. En matière de ressources humaines, euh, la première chose à dire, c'est que la commission n'intervient pas dans des dossiers de ressources humaines. Une fois que ça c'est dit, euh, c'est la responsabilité de la municipalité, mais il faut que la municipalité respecte ses obligations qui sont prévues à la loi. On était intervenu dans les dossiers de Sainte-Thècle et Saint-Antoine de Tilly, notamment pour ces raisons-là, puisque la municipalité avait reçu des plaintes en matière de harcèlement psychologique et on s'était rendu compte que les municipalités ne respectaient pas leurs obligations ou bâclaient leur travail, ce qui constituait dans ces situations-là des cas graves de mauvaise gestion et ou de l'abus d'autorité. Donc, il existe un préjudice qui est plus grand et qui n'implique pas qu'une seule partie. Donc, dans ces situations-là, la commission municipale, notre direction, peut intervenir. Donc, en matière de bonnes pratiques, on veut mettre en matière de ressources humaines, des politiques claires, faire des formations, de la sensibilisation, respecter les étapes qui sont prévues à la politique, éviter d'agir de manière précipitée sur des perceptions, puis, le cas échéant, mener une enquête complète, objective et neutre. Je vais le répéter, une enquête complète, objective et neutre. C'est la meilleure façon de ne pas nous avoir dans les pattes dans ce type de dossier-là. Il faut éviter les influences externes et politiques tout au long du processus, puis privilégier une ressource compétente qui vient d'un ordre professionnel et qui détient les connaissances requises. Donc, ça, c'est la recette pour que ça se passe bien en matière de ressources humaines et de climat de travail. Pour les contrats municipaux, là aussi, on a fait un rapport particulier qui concernait les organismes sans but lucratif. Parce que il y en a sur chacun de vos territoires des OSBL. La municipalité peut contribuer à leur mission, mais il faut que ça se fasse bien. Donc, encore là, dans ce rapport particulier-là, il y a une notion d'OSBL, peut-être un peu plus théorique. On parle de la création d'un OSBL, les pouvoirs d'aide qu'une municipalité a envers un organisme sans but lucratif. Parce que François vous l'a dit concernant Cantley, concernant Saint-Sauveur, concernant Val-des-Monts, il faut s'assurer que la municipalité ait une compétence légale, juridique pour agir dans ces dossiers-là. Donc, les trois municipalités qu'on a enquêté pour faire ce rapport-là, euh, ça concernait des dépanneurs municipaux, appelons ça comme ça, qui recevaient de l'argent de la municipalité. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait une mauvaise gestion des données publiques. Donc, il y avait des lacunes graves dans la gestion et l'encadrement des relations avec les OSBL. Il y avait une absence de reddition de compte, donc on ne savait pas où l'argent allait. L'OSBL ne faisait pas de reddition de compte auprès de la municipalité. Il y avait un flou dans les responsabilités, puis sur l'utilisation des fonds publics. Donc, nous, c'est sûr que c'était très préoccupant. Puis, un autre dossier aussi qu'on a étudié qui est un peu différent, c'est une municipalité qui avait confié un projet à nos OSBL, mais on s'était rendu compte qu'au final, c'était la municipalité qui gérait l'OSBL par en arrière. Donc là, à ce moment-là, ça ne fonctionne pas. Si la municipalité veut gérer l'OSBL, ben, qu'elle le fasse elle-même, ce projet-là, sans le confier à un tiers. Donc, c'est quand même intéressant comme aspect, comme rapport à lire. Donc, en matière de bonnes pratiques, on justement vous suggère encore une fois d'avoir une clause qui prohibe les situations d'ingérence. Vous assurer que vous avez une compétence juridique et légale sur la matière. Également, prévoir des ententes qui sont claires, qui vont traiter des attentes, des rôles et responsabilités, la transparence dans l'utilisation des fonds publics, l'autonomie de l'organisme, puis également prévoir des redditions de comptes rigoureuses qui démontrent comment les dépenses ont été faites et comment elles sont en lien avec l'objectif qui avait été autorisé par la municipalité. C'est très important. En ce qui concerne la gestion financière, on a fait trois rapports qui concernent la municipalité des biens. En 2024, la situation était très préoccupante. Euh, il y a eu des multiples déficits majeurs. Euh, on avait des achats importants qui n'étaient pas planifiés, qui étaient faits notamment par le maire de l'époque,
il y avait une sous-estimation importante des divers projets, tant dans le budget que dans le plan triennal d'immobilisation. Il y a eu un manque de liquidité, on n'était pas capable de payer les fournisseurs. Il y avait des remboursements de taxes qui se faisaient à des citoyens. Donc, pour nous, c'était très préoccupant. On a fait, on avait recommandé à la ministre un observateur qui, au final, a constaté qu'il fallait une tutelle complète de la ville de Desbiens, qui a pris fin récemment, si je ne m'abuse, François. Donc, en matière de bonne gestion, je pense que ce qui est important de mentionner, là, vous êtes dans un exercice budgétaire en ce moment, les budgets doivent être équilibrés. Les dépenses ne peuvent pas excéder les revenus. C'est la base. Mais une fois qu'on adopte ce budget-là, il faut le respecter. Donc, on fait des rapports financiers qui doivent être produits et transmis au ministère des Affaires municipales le 30 juin de chaque année. Donc, si on a prévu un budget qui ne faisait pas de déficit, dans les états financiers, il n'en faut pas de déficit non plus. Donc, il faut s'assurer que c'est équilibré. Au plus tard, en septembre de chaque année, le maire doit faire rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier, du rapport du vérificateur général, le cas échéant, d'un vérificateur externe. Parce que les citoyens aussi peuvent justement tirer la sonnette d'alarme, se rendre compte qu'il y a des enjeux financiers, puis il faut éviter là, que ça se produise avant qu'il soit trop tard. Donc, il faut qu'il y ait un rapport financier qui soit fait. Également, avant de procéder à un achat important, il faut réfléchir au budget. Est-ce que le budget est disponible? Est-ce que les crédits budgétaires sont disponibles? Puis, au besoin, c'est possible de justement avoir un accompagnement spécialisé en matière de financement. Moi, j'ai parlé de la direction régionale du ministère des Affaires municipales, mais je suis certain que nos amis de la FQM également ont des ressources pour aider les municipalités qui pourraient être dans ces situations-là. Application des règlements, le dossier de Sainte-Julienne, parce que vous le savez, les municipalités adoptent des règlements, mais ils sont aussi assujettis à leur propre réglementation. Donc, une municipalité ne peut pas se fermer les yeux sur un usage, par exemple, qui ne serait pas conforme à la réglementation municipale. Et c'est ce qu'on a constaté à la ville de Sainte-Julienne. Euh, donc, dans une zone de conservation qui n'était pas justement pour faire du développement résidentiel, on s'est rendu compte qu'il y avait une centaine, voire plus, de résidences qui s'étaient développées au vu et au su de la municipalité qui les taxait depuis à peu près les années 2000. Mais ces résidences-là n'étaient pas conformes à la réglementation municipale. On parle notamment en matière, il n'y avait pas eu de permis qui avait été émis, il n'y avait pas juste, les règlements de zonage ne le permettaient pas, les règlements de lotissement non plus. Il y avait une non-conformité de la loi sur la fiscalité municipale. Ça a mis des centaines de personnes dans le pétrin. Une fois qu'on a fait notre rapport, il y a eu 520 constats qui ont été donnés à ces citoyens-là. Puis également, il y a une procédure qui a été prise devant la Cour supérieure pour tenter de trouver une solution à cette problématique-là. Qu'est-ce qu'on va faire avec justement ces résidences-là qui ont été construites alors qu'ils n'étaient pas conformes au schéma d'aménagement, ils étaient dans une zone de conservation. Il faut savoir qu'ils n'étaient pas non plus conformes là, aux lignes directrices qui étaient émises par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, c'est une grosse problématique, mais tout ça, pour se résumer à, il faut que la municipalité applique sa réglementation pour éviter de laisser aller une situation pendant 25 ans puis qu'on se ramasse à un problème. Donc, en matière d'application des règlements, je pense que la première chose, c'est de sensibiliser les gens, d'organiser des séances d'information, expliquer les impacts et les obligations des règlements municipaux, former les employés. C'est complexe, la réglementation municipale. Il faut s'assurer de l'accessibilité de la réglementation via notamment là, des outils numériques. Synthétiser aussi la réglementation. J'arrête pas de le dire, c'est complexe, mais moi, j'en lis des règlements municipaux à chaque jour. Puis c'est vrai que c'est complexe, les citoyens ne sont pas des avocats. Il faut réussir à leur expliquer c'est quoi les tenants et aboutissants de la réglementation municipale. Aussi, une fois qu'on a sensibilisé les gens, il faut assurer un programme d'inspection systématique, mettre en place un registre des infractions, puis s'assurer de la traçabilité justement des infractions et des suivis qui ont été faits pour éviter qu'en bon québécois, quelque chose tombe dans une craque puis qu'on l'oublie là. Puis également, il faut empêcher le favoritisme dans l'application de la réglementation municipale. Je ne vous l'avais pas mentionné, mais
Le maire de la ville de Sainte-Julienne, c'était justement le propriétaire du terrain où il y avait des centaines de résidences qui s'étaient construites en contravention de la réglementation municipale. Notre enquête ne démontre pas que c'est en raison de favoritisme que cette situation-là s'est produite. Par contre, dans le dossier de Desbiens en 2022, effectivement, on s'était rendu compte que la ville, volontairement, n'appliquait pas la réglementation municipale à un conseiller municipal en raison de son statut. Donc, ça vient faire le lien justement là, avec ce qu'on vous mentionnait sur l'importance d'appliquer la réglementation municipale à tous et de manière uniforme. Je vais passer la parole à François là, pour conclure notre présentation. J'essaie de trouver ma souris. Parfait. Oui, merci Dave. Donc, en terminant, dernier exemple, éthique et déontologie d'employés municipaux. C'est pas dans notre mandat d'appliquer le code d'éthique et déontologie des employés municipaux. Donc, ce code-là, c'est au conseil municipal de le faire respecter à titre d'employeur. Toutefois, dans ces deux situations-là, on avait une problématique là, où le conseil était, comment dirais-je, dépourvu là, de ressources là, pour faire face à une direction générale qui affronte là, des membres du conseil en séance du conseil. Donc, Saint-Roch de Mekinac, là, la directrice générale, qui a un conflit ouvert là, avec la mairesse et une conseillère qui crée des incidents en séance du conseil en raison de ce conflit ouvert-là. Bourlac-Gardby, le directeur général, là, qui ouvertement mentionne avoir fait une plainte en enseignement psychologique contre deux conseillères en pleine séance du conseil. Donc, encore une fois, là, la séance du conseil, c'est pas le temps là, pour une direction générale de régler ses comptes avec le conseil municipal. La direction générale a une obligation de loyauté, de réserve, une obligation d'agir avec impartialité et de toujours apparaître impartial. Donc, ce n'est pas le rôle d'une direction générale de se mêler des conflits politiques ou de les alimenter. Dans ces deux situations-là, c'était ce qui était préoccupant. Les bonnes pratiques. Donc, contrairement au code d'éthique des élus, celui des employés, il n'a pas à être réadopté à chaque mandat. Donc, on peut avoir tendance à l'oublier si on n'a pas dans l'exercice de le réadopter. Il faut en faire la promotion. Prévoir un calendrier, encore une fois, de formation continue. Donc, la formation continue permet de se rappeler les obligations auxquelles on est assujetti. Il faut savoir aussi que le contenu minimal prévu par la loi est assez restreint. On s'occupe des avantages, des annonces de financement politique, puis des règles de post-mandat. Donc, c'est assez limité. Donc, c'est une bonne pratique là, d'ajouter une règle en matière de respect, de conflit d'intérêts, d'utilisation des biens de la municipalité. Donc, tout ça, des obligations qui devraient être intégrées dans les codes d'éthique et de déontologie des employés. Donc, en terminant, une petite photo de notre équipe avant de conclure. Donc, l'équipe au service de l'intégrité municipale. Donc, l'intégrité municipale, à notre avis, là, ça ne doit pas être perçu comme des simples formalités, comme des freins à l'action, mais c'est des repères essentiels pour assurer une saine gestion d'une municipalité. Ces règles doivent se trouver au cœur de l'action, puis doivent être vues comme des balises qui protègent la saine gestion de la municipalité. Donc, c'était notre petit mot de la fin. Merci. On peut maintenant prendre les questions. J'ai vu qu'il y en avait déjà. Donc, pour la question de M. Lefebvre parlant du 30 juin pour les rapports financiers, peu de municipalités respectent cette date limite due aux limitations des firmes pour auditer les municipalités. Que faisons-nous avec ça? Excellente question. Je ne connais pas les disponibilités des firmes d'audit. Donc, il y a une obligation, la loi. L'idée, c'est que les rapports financiers soient transmis. Je crois qu'au ministère de l'Affaires municipale, il y a une certaine souplesse là, à cet égard-là, mais l'important, c'est que la municipalité, on soit informé là, des résultats financiers des municipalités année après année, pas attendre là, 3 ans. Là, quand ça fait 3 ans qu'il n'y a pas eu de rapport financier au ministère des Affaires municipales, ça commence à être préoccupant, effectivement. Puis, pour faire un peu de pouce, là, j'ai été dans un organisme sans but lucratif aussi. Il fallait qu'on fasse des audits. Et effectivement, je sais que c'est un problème, là, la disponibilité euh, pour justement avoir des auditeurs. Souvent, c'est de commencer, là, souvent, c'est de garder le même auditeur, fait qu'on évite de refaire tout ça dès le début, de se prendre à l'avance, mais il n'y a pas de solution miracle non plus. Là. Effectivement, je pense que le ministère fait preuve d'une certaine flexibilité, justement, là, la ville de Desbiens
quand on est arrivé là, en enquête, ça faisait au moins 3 ans, je crois, qu'il n'y avait pas produit d'état financier au ministère des Affaires municipales. Donc, je pense que oui, la date du 30 juin est prévue à la loi. On essaie de se conformer, mais encore une fois, le ministère fait preuve là, d'une certaine flexibilité pour pour comprendre il comprend aussi là, les réalités dans lesquelles on vit aujourd'hui. Une question, quels sont les facteurs que vous considérez pour déterminer qu'un manquement est grave? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. On est une petite équipe, on a un gros mandat, on a beaucoup de dossiers, vous avez vu, beaucoup d'enquêtes. Donc, on ne peut pas tout enquêter, on ne peut pas tout intervenir à l'égard de tout. Ce qui nous guide, nous, puis c'est un peu l'esprit de la loi sur les civils et du code municipal. Donc, on parle dans ces lois-là de préjudices sérieux et de conséquences réelles. Donc, vous savez, il y a une disposition dans ces deux lois-là qui prévoit qu'aucun geste municipal peut être annulé s'il n'y a pas de préjudice sérieux ou de conséquences réelles. Donc, c'est un peu ce qui nous inspire, la loi sur la cité civile et le code municipal. C'est ces lois-là qui nous inspirent pour déterminer la notion de gravité. Est-ce qu'il y a des préjudices sérieux? Est-ce qu'il y a des conséquences réelles? Puis notre intervention est toujours faite dans cet esprit-là, c'est-à-dire que euh, on espère, puis l'esprit de notre intervention est de régler la problématique et de ne plus retourner à la municipalité parce que c'est réglé. Donc, l'exemple de Chambly est un bon exemple. Chambly, on a une grosse intervention, plusieurs mois de travail dans ce dossier-là. Maintenant, Chambly va très bien. On n'en entend plus parler, puis c'est ça l'objectif. Je fais des rencontres des fois d'enquête, puis quand on quitte la rencontre, je souhaite toujours à la personne en face de moi qu'on ne se revoit plus jamais. Donc, c'est ça l'objectif. J'ai pris aussi là, ce trait-là en disant, j'espère que vous avez compris, on ne se revoit pas. Euh, François, il y a une question qui concerne l'un de tes sujets de prédilection, les OBNL. Donc, tu vas pouvoir parler peut-être aussi même du dossier de Pincourt, si tu veux, là. Donc, selon ma compréhension, les villes qui créent des OBNL pour gérer des projets, mais dont le fonctionnement est assuré grâce à la ville, 80% du financement provient de la ville, les RH s'occupent du recrutement des employés des OBNL. Est-ce que ça marche en vertu de la loi? C'est effectivement un jeu dangereux, dans le fond. Il y a un dossier là, qui a été judiciarisé, qui est monté jusqu'en cour d'appel. Le dossier de Pincourt, dans le fond, puis les décisions là, de la Cour supérieure, de la Cour d'appel sont très parlantes et très cinglantes à l'égard de la stratégie qu'avait pris la Ville. Dans le fond, la Ville avait décidé de créer un OBNL pour gérer un projet d'aréna. Donc, l'OBNL était responsable de la construction, était responsable de la mise en œuvre du projet de construction puis de l'opération de l'aréna. Ça s'est mal passé. Il y a eu des problèmes au niveau de la construction. Quand la ville s'est rendue compte qu'il y avait des problèmes au niveau de la construction, a simplement là, vidé l'OBNL de son contenu qui est devenu une coquille vide. Donc, les entrepreneurs qui avaient des factures à faire payer à l'OBNL se retrouvaient devant en fait une coquille vide, effectivement. Donc, la Cour supérieure, confirmant en cour d'appel, a ordonné même que les administrateurs d'OBNL, qui étaient de mémoire le directeur général de la ville et un conseiller municipal ou le maire, Oui, je te confirme. donc que ces personnes-là ont été déclarées personnellement responsables des dommages subis par les entrepreneurs, donc qui ont, au niveau personnel, ont été condamnés au même titre que la ville. Donc, on voit que c'est puis on en parle dans notre rapport sur l'ingérence de Pincourt, c'est un risque, c'est un danger. Donc, la prochaine question, merci pour votre présentation. On voit justement là, qu'il y a effectivement là, des zones grises en matière d'éthique et de déontologie, conflit d'intérêts. On nous demande plus précisément pourquoi ne pas fournir aux municipalités un checklist pour la validation permettant de tester la cohérence, la clarté, la complétude de leur code avant son adoption ou sa mise à jour. En fait, c'est sûr qu'il y a déjà le contenu qui est prévu à l'article 6 de la loi. Il y a une obligation là, de transmission au ministère des Affaires municipales également là, du code d'éthique adopté. Puis on vérifie s'il y a une certaine conformité puis qui contient les éléments obligatoires. Mais lorsqu'on a adopté la loi sur l'éthique et la déontologie en 2010, on remonte au débat parlementaire. euh, le gouvernement du Québec aurait pu simplement décréter en vertu de la loi sur l'éthique et la déontologie un code d'éthique applicable pour les 1100 municipalités, mais ce n'est pas l'option qui a été retenue.
notamment parce qu'on veut favoriser la création d'une culture éthique au sein des municipalités, que les municipalités s'approprient leur code. Là, justement, c'est pour cette raison-là qu'il faut qu'il soit réadopté à chaque mandat, parce qu'on veut qu'il y ait un exercice de réflexion des élus municipaux qui soit fait sur, oui, on a le contenu obligatoire, mais comment est-ce qu'on peut le bonifier pour que ça réponde à nos besoins, à nos préoccupations. Donc, pour moi, c'est un peu cette raison-là qu'il n'y a pas de checklist parce que ben, chaque réalité dans chaque municipalité au Québec est différente. Donc, ce qui est bon pour un n'est pas nécessairement bon pour l'autre. Le gouvernement a décidé de mettre en place des balises uniformes, mais on veut favoriser l'autonomie des municipalités aussi d'adopter leur propre réglementation. C'est un peu pour cette raison-là, là, à mon avis, que le gouvernement du Québec n'intervient pas plus nécessairement là, pour ce motif-là. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, François. Non, ça va. Donc, Paul Bourgeois, est-ce que les bénévoles de la communauté peuvent travailler avec les employés municipaux pour organiser des événements ou des célébrations sans être blâmés d'ingérence? François, veux-tu prendre... L'idée de parler de l'ingérence, là, c'est essayer de prévenir. On a noté que c'est un facteur de risque important. Pas que c'est un facteur de risque important, ça pouvait mener à des problèmes, ça pouvait mener à des situations qui dérapent. Donc, une personne là, qui côtoie qui est élu municipal, qui est aussi bénévole dans la communauté, qui s'implique dans la communauté, c'est pas en soi problématique. L'idée, c'est pas arriver là comme élu municipal, puis se prétendre agir au nom de la municipalité. C'est la nuance qui est importante de faire. Ça, on n'empêchera jamais les élus municipaux de s'impliquer dans leur communauté. C'est pour ça qu'ils sont élus, ils s'impliquent dans leur communauté. C'est ça l'objectif. L'idée, c'est de ne pas prendre de décision, de ne pas donner l'impression qu'à titre de conseiller, on est là à titre de conseiller, puis qu'on peut engager la municipalité. C'est là où ça devient problématique. Puis c'est de là où l'ingérence devient un risque pour la personne. Mais je vous invite là-dessus, encore une fois, à aller sur notre rapport là, spécial sur cette question-là qui est très bien fait, qui explique quand même assez bien, là, très bien ces enjeux-là. J'ai envie d'ajouter un peu à la question, à ta réponse, François. Euh, dans des dossiers qui n'ont pas eu de suite, parce que vous comprenez qu'on a 500 enquêtes par année, on n'a pas 500 citations en déontologie, 500 rapports. Il y a des dossiers qui sont fermés là, à la suite de l'enquête parce qu'on considère non fondés. Puis je me souviens d'avoir enquêté un dossier. C'était un conseiller municipal qui était un bénévole à un événement municipal, puis qui parlait avec un autre bénévole, avec un employé de la ville qui était responsable de ça. Puis juste la perception du rôle de subordination, le comportement du conseiller était parfait, il n'y avait pas de problème, mais il y avait quand même une perception que quand tu parles à un employé municipal, le conseiller est justement hiérarchiquement plus élevé. Donc, je pense qu'il y a quand même cette sensibilité-là à avoir en tête lorsqu'un membre du conseil ou un maire veut s'impliquer comme bénévole dans un événement municipal. Il faut toujours peut-être avoir ce recul-là puis dire, c'est sûr qu'il peut me percevoir comme étant justement son supérieur hiérarchique. Fait que de peut-être un peu faire attention à la façon dont on s'exprime. En complément de la question sur la checklist là, des codes d'éthique, donc on ajoute là, qu'un nouvel élu n'a pas nécessairement le recul qu'on amène ce matin, d'où l'idée des meilleures pratiques. Effectivement, l'idée aussi de vous parler des conseillers à l'éthique. Ces gens-là sont accrédités là, par la commission en quelque sorte pour donner des conseils en matière d'éthique et d'ontologie. Les avocats des cabinets d'avocats connaissent aussi le domaine, peuvent guider un conseil, conseiller juridiquement, c'est ça leur travail. Un conseil dans l'adoption de leur code, dans l'inclusion de mesures, dans l'énoncé des règles, puis ce qu'on veut couvrir. Ce qu'on vous parlait, par exemple, là, en matière de confidentialité, c'est un bel exemple. Donc, comme on dit en vertu de la loi, le favoritisme est prohibé seulement dans la mesure où il sert à avantager quelqu'un. Donc, en vertu de la loi, c'est ça. Si la divulgation d'informations confidentielles, pardon, est prohibée seulement si elle lui va favoriser quelqu'un. Donc, il est arrivé là, qu'on a eu une décision de la division juridictionnelle de la commission où on disait, ben oui, l'élu a
divulgué un enregistrement clandestin d'un caucus que tous les élus voulaient confidentiel parce qu'il était question du dossier d'un employé municipal. Cet élu-là a donné l'enregistrement clandestin à l'employé municipal visé par la rencontre à huis clos. La commission a décidé que ce n'était pas une contravention au code parce qu'on n'avait pas prouvé que ça l'avait favorisé. Donc, si on fait juste, si les élus s'entendent entre eux, veulent que leur code d'éthique prévoit que quand ils se rencontrent à titre confidentiel, ça soit euh, une contravention à leur code d'éthique de diffuser les renseignements obtenus. Bien, ils peuvent l'écrire comme ça, ils doivent l'écrire comme ça. Donc, ils doivent écrire que toute divulgation d'informations confidentielles, divulgation d'un avis juridique donné au conseil, divulgation d'une séance à huis clos où on parle du dossier d'un employé spécifiquement, si on veut que ça reste confidentiel, que ça soit prohibé par le code d'éthique de diffuser, il faut l'écrire comme tel et éliminer la notion de favoritisme qui est prévue par la loi. Donc, on n'a plus d'autres questions, mais je vais vous inviter à aller voir quand même là, notre site Internet sur la Commission municipale du Québec. On a un onglet là, quand vous vous y rendez qui s'appelle Enquête et poursuites. Poursuites et rapports. Donc, vous avez ici là, les conclusions et recommandations. François vous parlait là, des 66 rapports qu'on avait produits. Je pense qu'on est rendu à 68. On en a fait deux depuis le mois de novembre. Donc, prenez-en connaissance. C'est une mine d'informations. C'est pas toujours facile de rechercher par sujet. On travaille là-dessus, je vous le promets. On va essayer de faire là, des onglets puis de favoriser justement la bonne compréhension là, du site Internet. Sinon, vous avez aussi là, les citations en déontologie qui ont été déposées, les actions en inhabilité, puis vous pouvez lire naturellement les décisions qui ont été rendues par la division juridictionnelle de la commission quand vous allez là, dans l'onglet tribunal administratif, citations et décisions. Donc, il y a plusieurs, là, effectivement, façons de pouvoir prendre connaissance puis approfondir vos connaissances sur l'éthique et la déontologie d'intégrité municipale. Donc, j'ai l'impression, François, que ça conclut. Euh, Merci, messieurs. Je pense que c'était fort intéressant vu le nombre de questions et tout ça. On rappelle que la présentation, de même que le lien de rediffusion, seront acheminés dans les prochains jours. Donc, merci à tout le monde d'avoir été présent aujourd'hui, puis on vous souhaite une belle fin de journée. merci, au plaisir. Au revoir. Au Merci à revoir. vous. Plaisir.